Hello, moi c'est Diane Mergui, je suis Lead Product Manager chez Content Square. Et quand je ne suis pas Lead Product Manager, j'anime Women in Product, qui est une communauté de femmes dans le produit. Chez WIP, on a deux objectifs. Le premier, c'est de créer un réseau. Donc pour ça, on a un Slack, on a une communauté de à peu près 250 femmes dessus. On a des random coffee, donc du coup, ça fait qu'on apprend à se connaître. On a aussi des after-work pour picoler et pour se rencontrer. Et on a aussi des meet-up pour aborder des problématiques qui sont liées au produit, mais aussi liées à des problématiques un petit peu plus féminines. Il y en a deux. La première, c'est d'apprendre. En fait, dans le knowledge management, c'est assez basique. Il y a ce qu'on sait et ce qu'on sait. Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et tout ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas. Et en gros, pour tout ça, les entretiens utilisateurs, c'est hyper utile. Ça sert aussi à valider et à dérisquer. Donc en fait, parfois, on va avoir des hypothèses, et le fait de les confronter à la réalité, le fait de poser des questions directement à l'utilisateur, ça permet de savoir si on est sur la bonne direction ou si on se trompe, et à ce moment-là, autant rebrousser chemin. Donc, deux types d'entretien utilisateur. Le premier, c'est la usability. Donc, en fait, concrètement, c'est présenter des prototypes à nos utilisateurs, les mettre donc face à l'utilisateur et voir comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il arrive à effectuer la tâche. L'autre, c'est la usefulness. En fait, on va essayer de comprendre quels sont les besoins des utilisateurs. Les entretiens seront un petit peu plus exploratoires, on n'aura pas forcément de prototype et on sera vraiment à essayer de comprendre quelles sont leurs motivations profondes, et c'est typiquement le genre d'entretien qu'on fait dans la définition des personas. En fait, le focus group, c'est quelque chose qui est un petit peu plus marketing, qui a vocation à mieux comprendre quelles sont les tendances du marché et de voir comment pensent les consommateurs et non pas les utilisateurs. Par ailleurs, en ayant vu live une fois, je sais que les groupes ont tendance à beaucoup s'influencer, et c'est vraiment pas ce qu'on recherche en entretien utilisateur. Les entretiens utilisateurs sont vraiment individuels et ont vocation à comprendre les motivations profondes d'une personne et qui est censée représenter en fait un groupe de personnes, ou mieux comprendre quel est son comportement devant un écran, etc. etc. Donc pour tout ce qui est produit et product management, plutôt entretien utilisateur. Donc, grosso modo, moi je pense qu'il y en a 5. La première, c'est de définir l'objectif de la recherche. Donc, par exemple, si tu veux comprendre le comportement de tes utilisateurs ou de tes employés par rapport au feedback, tu vas dire, voilà, c'est mon objectif, quelle est l'attitude des employés en interne par rapport au feedback. La deuxième, c'est de lister tes hypothèses. Donc, pour reprendre l'exemple du feedback, on va se dire, une de mes hypothèses, c'est que mes employés préfèrent recevoir du feedback de vive voix plutôt que par écrit. Donc voilà, on les liste, on se met d'accord avec le user researcher, l'UX designer et toutes les personnes qui peuvent être partie prenante. Une fois qu'on a listé ces hypothèses qui vont être assez importantes, on va pouvoir définir le questionnaire. Donc dans ce questionnaire, c'est important de garder des questions qui sont ouvertes. On évite les questions dont la réponse ne peut être que oui ou non, ou qui commencent par « et si tu avais blablabla », on évite le déclaratif, on reste sur du factuel. Et donc on reste sur des questions ouvertes qui commencent par exemple, comment ou pourquoi, pour mieux comprendre les motivations de l'utilisateur. Enfin, il y a le recrutement. Et ça, le recrutement, c'est un sujet à part entière et on y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, de programmer les entretiens. C'est clairement ce qui est le moins gratifiant et peut-être même le plus chronophage, mais bon, il faut le faire. En fait, il y a deux types d'utilisateurs. Les utilisateurs externes, et c'est ceux auxquels on pense quand on dit utilisateur, mais il peut aussi y avoir des personnes en interne qui indirectement utilisent le produit. Ou alors qui sont ce qu'on appelle des proxys clients, donc des personnes qui vont être très très proches des clients, peut-être potentiellement plus proches que vous, comme le Customer Support, Customer Success, et tout ce genre de rôle où il y a le mot Customer dedans. Il y a les pre-sales aussi qui sont très proches des clients. Donc voilà, comme ils ont le point de vue des clients, ça peut être intéressant de les mettre en position d'utilisateur. Sur les externes, moi j'aurais tendance à dire, essayez de recruter des personnes qui sont le plus variées possible, c'est-à-dire des hommes, des femmes, mais aussi des gens qui viennent de tous les horizons, de toutes les ethnies, pour être sûr de répondre à un problème réel et pas un problème d'une sous-partie de la population.
Et enfin, ça, je sais que c'est une pratique assez courante. Bon, je pense que c'est mieux que rien, clairement, mais c'est pas mal d'essayer d'avoir des utilisateurs les plus variés possibles plutôt que de suivre systématiquement les mêmes utilisateurs parce que des biais peuvent s'introduire où finalement la personne devient très familière avec vous, a potentiellement envie de vous faire plaisir ou même connaît un peu trop bien le produit et pas très représentatif de votre base d'utilisateurs. Pour moi, il y a différents types de biais. Il y a ceux qu'on introduit nous-mêmes pendant l'entretien avec les questions qu'on pose. Donc, comme je le disais précédemment, on évite de mettre, tant qu'à faire, la question dans la réponse parce que les utilisateurs, comme tout le monde, ont envie de faire plaisir et n'ont pas envie de décevoir. Donc du coup, on reste sur des questions qui sont larges, qui commencent par comment, qui commencent par pourquoi et pas et si tu avais, etc. Il faut essayer d'être le plus accueillant possible. Concrètement, quand on a un entretien utilisateur, quand on l'accueille, on lui dit voilà, il n'y a pas de mauvais utilisateurs, il n'y a que des mauvais produits. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est bien de leur dire voilà, personne dans l'équipe ne travaille sur ce produit, donc vous allez froisser personne. Éviter de trop réagir à ce que disent les utilisateurs, donc de sourire quand on est content, d'être en premier quand on n'est pas content. Moi, ça, c'est mon plus gros problème. En fait, concrètement, je souris tout le temps, donc c'est sûr que ça les influence. Mais essayer d'être le plus neutre possible, je sais que c'est pas facile parfois. Enfin, il y a les biais qu'on importe nous-mêmes, à savoir ce qu'on va retenir de l'entretien. Donc, pour éviter de retenir que ce qu'on a envie de retenir, la prise de notes, une bonne prise de notes est essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une idée, un post-it, idéalement être deux pendant l'entretien utilisateur, une personne qui facilite, une personne qui prend des notes. Comme ça, à la fin de l'entretien, on synthétise et on reste concentré sur ce qui a véritablement été dit et pas uniquement ce qu'on a retenu. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne réponse, je pense qu'il y a plein de bonnes réponses et ça dépend de l'organisation produit dans laquelle vous travaillez. Je pense qu'idéalement, la user research, c'est plutôt la responsabilité des UX designers et UX researchers. Ça ne veut pas dire pour autant que le PM n'est pas responsable et qu'il ne doit pas co-owner avec ces personnes-là cette recherche. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les étapes dont on a parlé, idéalement, il faut les faire à deux. Néanmoins, le fait d'être proactif et le fait d'avancer sur cette recherche, pour moi, c'est la responsabilité du UX. Alors, un dernier conseil, petit tips pour la fin. Moi, j'aime bien inviter des personnes qui ne sont ni PM ni UX pendant les entretiens. Donc, je pense à des devs, à des QA, je pense également à des data engineers. Parce qu'en fait, toutes ces personnes-là sont les personnes qui vont façonner le produit. Et c'est hyper important d'être au plus proche de l'utilisateur. Moi, une des choses qui m'apporte le plus de joie et le plus de sens, c'est d'aider les personnes autour de moi à réaliser leur potentiel. C'est aussi pour ça que j'ai fondé Women in Product Paris, parce que Women in Product, c'est quand même un très très grand network fondé par des femmes de la Silicon Valley. J'ai toujours pas eu de procès, donc je continue à garder le nom. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de s'entraider. La tech, c'est un milieu qui est quand même assez masculin. Donc c'est bien d'avoir une oreille attentive, de parler avec quelqu'un qui comprend d'où on vient, qui comprend nos problématiques qui sont assez spécifiques et de créer des événements pour se rencontrer, pour créer ce réseau. Après les meet-ups, c'est pour tout le monde. On aborde des sujets qui sont plutôt féminins. Il y a toujours, je dirais, 3-4 mecs qui sont là pendant les meet-ups, qui ont mal eu l'invitation, qui débarquent, qui regardent autour d'eux, qui se disent « mais il y a quand même beaucoup de femmes à ce meet-up », c'est toujours très drôle. Mais voilà, moi mon impact c'est ça, c'est d'aider les autres à réaliser leur potentiel, femmes ou hommes, avec un petit accent sur les femmes.